Et puis c'est surtout une convention qui s'applique à d'autres situations que uniquement les situations de conflit. Et je pense que c'est tout bénéfice pour le continent africain d'avoir pu adopter cette convention. Maintenant, effectivement, il faut qu'elle soit signée, ratifiée, mise en œuvre. Il y a encore un chemin, et là, il y a un effort particulier, ce qui nous concerne, et d'autres organisations humanitaires, d'accompagner finalement les États africains dans la mise en œuvre de cette convention. Peut-être le point de vue HCR. Oui. Je pense que c'est tout à fait, bon, dans le travail de la Convention africaine, et le CICR et les HR ont participé de façon assez étroite. C'est vraiment une nouvelle très positive, le fait c'est vraiment le premier traité international qui porte exclusivement sur les places internes. Bon, ça, c'est quelque chose de tout à fait positif. Je pense qu'il y a un aspect que je voudrais aussi souligner, c'est la façon croissante comme, par la suite, ou avant, ou en même temps que la Convention africaine, les États, dont beaucoup en Afrique, ont commencé à émettre de législation ou bien des documents de politique sur les places internes. Donc il y a vraiment un mouvement croissant de réglementer qui est un IDP, qui est un déplacé interne, et donc les programmes et projets particuliers auxquels ils vont avoir accès en vertu de cette définition. Ça finalement c'est tout à fait positif, donc ça porte sur une reconnaissance du phénomène. Je voudrais revenir aussi sur l'effet les documents que vous connaissez, qui est le principe directeur des places internes. Et donc nous rappeler sur la façon comme il a été fait. Et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc on a fait un document qui a l'air d'avoir un traité international, qui n'est pas un traité international et qui n'est même pas un document qui a été voté ou élaboré par les États, comme pourrait l'être, disons, une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est vraiment un groupe d'experts qui se sont réunis dans une salle, pas comme ça, pendant plusieurs années avec un travail juridique très sérieux, mais c'est le résultat d'un groupe d'experts. Donc on peut toujours avoir le doute sur il y a des raisons par lesquelles il y a une validité juridique, il y a toujours des principes de droit international derrière les principes directeurs, mais comme tel, il n'y a pas forcément une force légale. Bon, quelle était la réaction des États? Il y a une poignée d'États qui ont reçu les principes directeurs de façon un peu fraîche. On nous dit, qui êtes-vous pour nous dire comment réagir au déplacement? Il y a d'autres États qui se sont adaptés. Et finalement, au fil des années, la réaction, c'est on peut prendre en main la définition des déplacés internes, dire ça va être nous qui allons définir par la législation interne, les documents de politique interne, qui est un déplacé interne et qui est la responsabilité des États vis-à-vis des déplacés internes. Qui est tout à fait positif, il faut juste faire attention parce que, dans le camp des réfugiés, disons, la croissante sophistication juridique du droit des réfugiés, parfois, est allée dans la direction de restreindre le droit des réfugiés. Donc, il faut juste faire attention que cette croissante sophistication des outils juridiques et de politique interne ne vont pas aller dans la direction de restreindre, par exemple, la définition des déplacés internes. Un dernier commentaire. Je pense qu'on a tous peut-être l'expérience comme humanitaire d'aller dans des pays pour travailler des déplacés internes, s'espérer à travailler d'une façon très classique humanitaire et se retrouver avec une structure étatique très sophistiquée, avec des ministères, avec des politiques de santé pour les déplacés internes assez sophistiquées, avec des commissions de droits de l'homme qui savent parfaitement quoi faire avec les déplacés internes. Et ça veut dire que ça demande aussi un travail d'adaptation du métier humanitaire, où finalement, il faut pour mieux être capable de pousser aux États de répondre, il faut mieux comprendre comment beaucoup des États du Sud, eux-mêmes, s'organisent du point de vue de la politique interne, du point de vue des mécanismes de gestion, du point de vue de la collaboration entre les ministères, pour répondre aux déplacements internes. Donc il faut un travail d'adaptation, ce n'est plus le travail classique humanitaire, c'est un travail où on essaie de comprendre quelle est la réaction de ces États qui parfois ont une capacité qui est beaucoup plus supérieure de ce qu'on imagine comme travailleur humanitaire. Alors on va poser la question de la responsabilité, effectivement, de protéger. Une réaction peut-être de Michel Agier en transition. Je crois que sur la Convention de Kampala de 2009, ce qu'elle a surtout d'intéressant, c'est qu'elle a été faite par des représentants des États. Et donc c'est une politisation, si je peux dire, au bon sens du terme, une repolitisation de cette question-là. Et
finalement, quand on voit les débats entre le HCR, OCHA et enfin, différentes agences onusiennes ou le CICR pour dire qui a la charge des IDP, il me semble qu'une des sorties de ce débat ou de ces conflits qu'il peut y avoir, c'est les États, et en l'occurrence les États africains, qui ont dit, en tout cas, c'est le début d'une reconnaissance. Et pour moi, ça, c'est quel que soit après le détail de la Convention, c'est le début d'une reconnaissance. Et je voudrais simplement faire un décrochage sur une situation que je connais bien du point de vue des IDP, que vous connaissez aussi, c'est la Colombie. Et je trouve que j'étais entre 97 et 99, c'est-à-dire au moment où la loi a été votée sur initiative parlementaire. Donc c'est effectivement, là on voit, comme on dit, la société civile qui a manifesté une initiative parlementaire qui a finalement obtenu une loi qui est scalée, là aussi je ne rentre pas dans les détails, mais qui a reconnu finalement le statut de déplacé interne et tout ce que ça a déclenché. Et non pas tellement tout ce que ça a déclenché, là aussi, sur le plan humanitaire, mais tout ce que ça a déclenché sur le plan politique, sur le plan d'une certaine citoyenneté, c'est-à-dire la possibilité des desplaçados de se servir d'un instrument, finalement, politico-juridique, on va dire, comme instrument de citoyenneté, de lutter sur le plan politique, de s'organiser comme desplaçados, de se faire soutenir par la presse, par les syndicats, par tout un tas d'organisations, de s'affronter au gouvernement colombien et à sa Red de Solidaridad Social, qui était son organisme qui avait en charge des déplacés, de créer une polémique, finalement, de créer une polémique autour des conséquences de la reconnaissance, puisque d'une certaine façon, il y avait reconnaissance, et donc là, on était sur quelque chose qui était sur les conséquences de la reconnaissance, et finalement, une reconnaissance à un second niveau, c'est-à-dire que à partir de là, les desplaçados ont pu devenir, comme on dit en Amérique latine, des protagonistes. Ils sont devenus acteurs ou protagonistes de cette affaire, et donc qui finalement, et pour ce qui me concerne, c'est une bonne chose. Alors je ne le dis pas en termes polémiques, je le dis d'une manière plus générale, qui finalement est sorti d'une compétence technique, des organisations, des agences, qu'elles soient onusiennes, agences humanitaires internationales, et elle a été prise en charge par les gens dans un face-à-face avec leur État. Et là, de ce point de vue-là, c'est pas forcément aller trop vite, mais il me semble que c'est un des contenus de la Convention de Kampala de 2009. Très bien, alors on souligne bien l'implication des États nécessaire. Donc ça, c'est un peu le travail du CICR quand même, du HCR, parce que le HCR aussi maintenant, dans le cadre des politiques de cluster, est un peu leader sur ces questions-là. Donc comment le CICR, comment le HCR voit cette mission de protéger? Quels moyens de pression, parce que les États ne peuvent pas, enfin on est dans tous les cas de figure. Donc quels sont les atouts que vous avez en main là-dessus?